Bonjour, bienvenue sur Kinédi. À l'occasion d'Octobre Rose, je souhaitais faire un épisode dédié au cancer du sein. Le cancer du sein touche une femme sur 8 et c'est le premier cancer féminin. Même si l'âge moyen est de 64 ans, il touche les femmes de plus en plus jeunes. Heureusement, le taux de survie à 5 ans est de 88%. Mais les femmes concernées doivent suivre des traitements très lourds, longs et fatigants qui ont très souvent des effets néfastes sur leur peau, leurs articulations, mais aussi leur morale et leur énergie. La kinésithérapie a un rôle très important à jouer dans l'accompagnement d'une femme avec un cancer du sein, car elle aide à pallier tous les impacts négatifs des traitements de la chirurgie à la radiothérapie. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Jocelyne Roland, experte en kinésithérapie dédiée au cancer du sein. J'ai eu la chance de travailler dans le cabinet de Jocelyne à Paris pendant 1 an, un cabinet qui recevait principalement des patientes atteintes de cancer du sein et qui proposait aussi des cours de pilates et de rose pilates. Dans cet épisode, Jocelyne nous parle de son parcours et des multiples projets qu'elle a entrepris et réussis, dont Rose Pilates et Avirose. Mais aussi, elle nous explique tout sur le cancer du sein, les différents types de cancer, les étapes des traitements, le rôle du kiné dans l'accompagnement auprès de chaque patiente et bien sûr l'importance de l'exercice physique. Avec Jocelyne, on va aussi parler d'éducation thérapeutique et du discours à adopter pour motiver chaque patiente à faire du sport, quel que soit le stade où elle en est. Elle nous décrit l'avant et l'après-chirurgie, ainsi que les différents types de reconstruction mammaire. Enfin, elle se livre sur les fausses croyances autour du cancer du sein et sur ce qui devrait changer dans la kinésithérapie pour offrir le meilleur accompagnement possible à chaque femme. Bonjour Jocelyne. Bonjour Gabrielle. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc, je suis vraiment très heureuse de t'avoir sur ce podcast. Tu vas nous parler de toutes tes connaissances en cancer du sein, notamment en kinésithérapie dédiée au cancer du sein, parce que tu fais partie des références dans ce domaine. Donc, merci Merci. vraiment beaucoup. Et alors, avant qu'on commence de parler, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter et nous parler de ton parcours ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai été diplômée en 1977, donc ça commence à faire. Et puis, j'ai travaillé un petit peu dans tous les domaines de la kinésithérapie, y compris pas mal d'enseignements et puis un passage dans l'industrie. Et puis, en 2009, je me suis réinstallée en libéral. Et puis, j'ai découvert ce domaine de la scénologie qui m'a vraiment passionnée. Très bien. Et est-ce que tu as fait des formations spécifiques sur le sujet ? Alors j'ai fait pas mal de formations autour de la scénologie. J'ai assisté à beaucoup de congrès, beaucoup de webinaires. Enfin, j'assiste toujours à beaucoup de webinaires. Je lis beaucoup. Et puis, je dirige moi-même des formations puisque j'ai formé aujourd'hui plus de 2000 kinés à l'IPPP pour la prise en charge en scénologie. Et puis, j'ai en parallèle effectué des formations pour être instructeur pilates. Et puis également, j'ai un DU en sport santé depuis 2018. Voilà, donc j'ai essayé de développer mes connaissances tout au long de ces années et je continue à me former puisque cette semaine, je vais assister à une formation Pilates, histoire d'entendre un petit peu le Pilate dit par quelqu'un d'autre et pour toujours réfléchir et améliorer mes cours. C'est formidable, hein, tout ce que tu as fait comme tu es active, c'est formidable. Tu travailles plus en cabinet là, tu fais Alors voilà, principalement des formations. oui, j'ai arrêté le cabinet parce que je vais bientôt prendre ma retraite. Et puis, par contre, je continue les formations, les conférences. Là, j'ai beaucoup de conférences prévues pour Octobre Rose. Et puis, je continue les activités avec, en particulier Avirose. Hier matin, on était avec des patientes. On participait à la traversée de Paris à l'Aviron, mais nous, on n'était pas sur l'eau comme les bateaux. On était sur la terre et on ramait les 25 kilomètres de la traversée de Paris avec nos machines à ramer sur la terre. Donc, c'était très sympa. Mmh, super. Bah, tu vas nous en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais d'abord, j'aimerais qu'on fasse un petit récapitulatif du cancer du sein, notamment en France, et avec des chiffres et des données. Donc, tu me diras hein, si c'est correct ce que je dis. Oui, Mais d'après l'Institut national du cancer, donc le cancer du sein, ça touche aujourd'hui une femme sur 8. C'est oui, le premier cancer féminin, donc c'est 33%
des cancers chez la femme, Mmh. avec un âge moyen de 64 ans, mais il me semble que c'est un peu Mmh, plus jeune. oui, alors ça, c'est toujours ce qui est écrit. En fait, le cancer, par définition, c'est une maladie de la personne âgée. C'est un peu comme un bug, dans les cellules quand on vieillit. En fait, il y a de plus en plus de cancers chez les gens jeunes et nous, dans nos patientèles, enfin, dans les femmes que l'on côtoie, en kinésithérapie, on voit que l'âge, rajeunit. Il y a de plus en plus de femmes jeunes qui ont un cancer du sein et les chiffres globaux disent que en 30 ans, le chiffre des cancers chez les gens de moins de 50 ans, donc tout cancer confondu, a augmenté de 79%. Et pour le cancer du sein, on voit toujours ces chiffres moyens à l'âge de la ménopause, mais en fait, il semble que ça évolue, mais pas dans le bon sens, bien sûr. Et oui, en effet, c'est énorme, 79 en 30 ans. Ouais. C'est un petit peu alarmant, oui. Oui, Mmh. oui, oui, et si le cancer n'est pas dû au vieillissement, on pense qu'il peut y avoir des causes environnementales qui, entraînent ces cancers, à la fois chez les enfants et chez les personnes plus jeunes et donc dans le cadre aussi du cancer du sein. Oui. Les perturbateurs endocriniens notamment, qui ont un impact sur, Oui, oui, des choses comme ça et qui ont ouais. des il y a beaucoup d'impact de ces produits nocifs sur nos hormones, donc forcément sur, nos glandes et a priori, sur le sein. Oui. Et alors, par contre, la plus ou moins bonne nouvelle, mais c'est quand même une bonne nouvelle, c'est que le taux de survie, du cancer du sein, il est quand même assez élevé, n'est-ce pas? Oui, oui, il est élevé. La survie à 5 ans, c'est de l'ordre de 87. On dit classiquement que, il y a plus de cancer du sein qu'avant, mais, le chiffre des décès reste, stationnaire, donc ça veut dire qu'on en meurt moins. Et moi, là, je rajoute toujours un petit bémol, c'est que faut pas non plus complètement se rassurer par rapport à tout ça, parce que les femmes qui suivent ces parcours de cancer du sein, elles suivent des parcours qui sont très lourds, des traitements qui sont lourds, qui sont longs, et parfois on a tendance à minimiser un petit peu ce cancer du sein parce que, bah voilà, on en guérit de mieux en mieux. Donc, faut pas négliger cette notion, et c'est important pour nous kinésithérapeutes euh, parce qu'on va vraiment aider ces femmes à ce que leur parcours soit le plus léger possible, léger entre guillemets. Oui. D'ailleurs, pendant les formations que j'ai suivies avec toi, j'aimais beaucoup, le terme que tu utilisais pour, décrire une femme, atteinte d'un cancer du sein. C'était, c'est pas une malade, c'est une sportive blessée. Oui, 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 parce qu'en fait, je dis, en résumé, je dis que le rôle du kinésithérapeute, quand il prend en charge une femme opérée du sein, c'est de la remettre à l'activité physique, parce qu'on connaît aujourd'hui les bienfaits de l'activité physique, et en particulier dans le cadre du cancer. Mais pour que cette femme accède à l'activité physique ou retrouve son activité physique d'avant, il faut qu'elle soit en bon état. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle ait de douleur, il ne faut pas qu'elle soit fatiguée, il faut qu'elle ait Mmh. récupéré des muscles. Et ça, c'est vraiment le rôle du kiné, de remettre cette femme sur pied pour qu'elle aille faire de l'activité physique. Oui, Et d'où, en résumé, donc, c'est une sportive blessée. Et souvent, les patientes n'aiment pas qu'on les traite, on les pense malades. Souvent, elles disent que ce sont les traitements qui les rendent malades. Mais elles ne se sentent pas malades. oui, parce que les traitements sont quand même très lourds. Ah oui, les traitements sont très très lourds, ils sont de plus en plus efficaces, mais très lourds, et ils peuvent laisser des effets secondaires, donc des déficits ou des séquelles. Et encore une fois, le rôle du kiné, c'est d'imaginer qu'il n'y aura pas de séquelles. Parce qu'aujourd'hui, avec une prise en charge correcte, précoce, on peut vraiment imaginer qu'il n'y ait pas de séquelles. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en bref, hein, les différents types de cancer du sein et les différents traitements qui sont aujourd'hui proposés donc, aux patientes? Alors, les différents types de cancer du sein, en fait, il y a ce qu'on connaît beaucoup en général, ce sont les cancers hormonodépendants, parce que il y a à peu près 80% des cas qui sont hormonodépendants. Ça veut dire que ce sont les hormones de la patiente qui stimulent les cellules cancéreuses, donc les hormones comme les œstrogènes par exemple. Et Mmh. l'idée, c'est que une fois qu'on aura réalisé l'exérèse du cancer, il va falloir prévenir les récidives. Et ces femmes vont être mises dans des états de ménopause
provoquer pendant plusieurs années, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Et là, on imagine la longueur du traitement, hein, et ménopause provoquée quand on a 40 ans, eh bien, c'est comme un vieillissement prématuré. Donc, on Mmh. imagine aussi tous les troubles qui peuvent être la conséquence de cette privation des oestrogènes. Donc ça, c'est le cancer hormonodépendant. Après, il y a les cancers triple négatifs dont on parle beaucoup aujourd'hui parce que la recherche avance dans le sens des traitements, parce que ce sont des traitements qui sont extrêmement, pardon, des cancers qui sont extrêmement agressifs, Oui. qui touchent plutôt des femmes jeunes et avec une espérance de vie qui est beaucoup plus courte que les cancers, on va dire entre guillemets classiques. Mais fort heureusement, il y a des nouveaux traitements comme l'immunothérapie, comme les traitements qui vont réparer l'ADN, qui vont augmenter les chances de survie de ces femmes. Mmh. Puis après, il y a tout un tas de cancers qui sont caractérisés par en fait la taille de la tumeur, la virulence, donc le stade, le grade, euh, d'autres récepteurs comme les récepteurs HER2, des signes qu'on appelle le KI67, c'est-à-dire des tests qui permettent de savoir si on a affaire à un cancer qui est très agressif ou moins. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça qui permettent de dire qu'il n'y a pas un cancer du sein, mais des cancers du sein. Et à cela s'ajoute aussi la possibilité d'avoir des cancers génétiques qui arrivent chez des femmes qui ont un risque augmenté de développer un cancer du sein et souvent un cancer des ovaires. Mmh. Donc ça, c'est encore une autre catégorie, entre guillemets, de cancer avec des traitements encore plus lourds. D'accord. Et justement, concernant les traitements, donc j'imagine que la grande majorité, voire la totalité des femmes ont une chirurgie, que ce soit une mastectomie ou... Quelles sont les différentes étapes du traitement? Alors, en fait, aujourd'hui, oui, on peut encore dire que toutes les femmes auront une chirurgie du sein, donc plus ou moins étendue, et une chirurgie de l'aisselle par rapport aux éventuels ganglions touchés. Mais la mastectomie n'est plus le traitement répandu du cancer du sein parce que aujourd'hui, quand même, les chirurgiens essayent le plus souvent possible de conserver le sein. Je crois qu'on peut dire qu'il y a à peu près 20% de mastectomie, parce que ce qui va rentrer en œuvre pour éviter cette mastectomie, souvent, c'est la chimiothérapie. La chimiothérapie qui pourra être proposée avant la chirurgie, de façon à faire diminuer la virulence du cancer, mais aussi de faire diminuer la taille de la tumeur. Et souvent, diminuer la taille de la tumeur, c'est permettre à cette femme de garder son sein, parce qu'on sait à quel point c'est important de garder le sein. Oui. Donc les traitements évoluent aussi et on dit qu'on va vers la désescalade des traitements, de même qu'au niveau Mmh. du creux de l'aisselle, il y a de moins en moins de curage axillaire, Et mais de oui. plus en plus de biopsie du ganglion sentinelle, où on va s'intéresser aux ganglions les premiers sur le chemin de l'éventuelle diffusion du cancer pour faire la biopsie, voir s'ils sont atteints par le cancer ou pas, et s'ils ne sont pas atteints, ne pas faire de gestes invasifs de chirurgie axillaire qui ne serviraient à rien et qui risqueraient de créer peut-être, s'ils étaient trop étendus, un lymphœdème du membre Oui. supérieur. C'est vrai qu'avant, il me semble que ça se faisait beaucoup, les curages axillaires. Et en résultat, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvaient avec des lymphœdèmes au niveau du bras. C'est ça? Oui, bah c'est ça parce que en fait, bon, le curage, la définition d'un curage, c'est ablation des ganglions qui drainent un organe. Donc a priori, on pouvait penser que c'était les ganglions qui drainaient le sein. Malheureusement, au niveau du creux de l'aisselle, c'était pas évident de faire le tri, hein, entre les ganglions. Donc très souvent, il y avait des lésions, des voies qui drainaient le membre supérieur, en même temps qu'on avait retiré les ganglions qui drainaient le sein. Et il y avait donc ce fameux gros bras qui survenait dans les années qui suivent le traitement. Aujourd'hui, avec la biopsie du ganglion sentinelle et avec les curages à minima qui sont faits, la prévalence des lymphœdèmes a énormément diminué et on est au-dessous de 15% de patientes qui auront un lymphœdème. Et même si les chiffres ont diminué, en plus, on connaît beaucoup mieux la mise en œuvre de la prévention du lymphœdème. Par exemple,
ce qu'il faut dire encore, parce qu'il y a encore beaucoup de kinés qui ne le savent pas, c'est que ça ne sert à rien de drainer un membre supérieur qui n'a pas d'œdème. C'est pas Oui. ça qui va prévenir l'apparition du lymphodème. Ça, c'est une vue de l'esprit et c'est Mmh. plutôt la mobilité de l'épaule, l'action musculaire du membre supérieur, donc le réentraînement musculaire, la gestion du poids, toutes ces choses-là qui vont permettre de ne pas aller vers le lymphodème. Donc les choses ont vraiment changé à ce niveau-là. Oui. Oui et j'avoue qu'il y a encore, des fausses croyances concernant le rôle du kiné, dans le cancer du sein, il y a encore, pas mal de gens qui croient que le kiné, il fait que masser et drainer, Voilà. et que la grande majorité des femmes ont un «gros bras» entre guillemets, ont un Oui, lymphodème oui. alors que c'est pas du tout le cas. Oui, oui, oui et puis, les médecins qui ne savent prescrire la kinésithérapie en sénologie qu'avec, la la formulation drainage du membre supérieur. Oui, Les femmes qui pensent en parallèle que, ce qui fait apparaître le gros bras, c'est de porter des charges, donc on ne porte plus rien, alors que c'est complètement l'inverse. C'est faire du muscle qui protège de l'apparition du lymphodème. Faire du muscle, bien sûr, mais en progression, oui. jamais, du jour au lendemain avec des kilos et des kilos. C'est un réentraînement du membre supérieur. Voilà, mais tout ça, ça a beaucoup changé, mais il y a encore beaucoup de médecins qui associent kiné drainage. Et c'est dommage parce que ça met en porte-à-faux le kiné face à une patiente qui a une ordonnance de drainage. Il n'y a pas de lymphœdème, donc le kiné, il a plein de choses à faire autrement que de drainer, mais la patiente, elle attend qu'on la draine. Mmh. Et ça, c'est dommage. Et on essaye, nous, avec le réseau des kinés du sein, donc ce réseau qui compte aujourd'hui plus de 2000 kinés, on essaye de porter la bonne parole, mais c'est difficile de changer les habitudes. Et Et puis oui. de combattre les idées reçues. Moi, j'écris souvent des livres sur le cancer du sein aussi pour expliquer aux femmes la situation et pour qu'elles comprennent et qu'elles soient autonomes dans leur prise en charge et qu'elles sachent exactement à quoi s'en tenir. Oui. Oui, oui. Est-ce que d'ailleurs le lymphodème, est-ce que c'est réversible? Alors, quand le lymphodème a atteint un stade de fibrose et de graisse, où là, la lymphe est le troisième paramètre, mais qui est un paramètre beaucoup moins important, malheureusement, on aura beaucoup de mal à revenir en arrière. Mais tant qu'on est au stade de lymphostase, moi je dis souvent, c'est-à-dire que c'est vraiment un problème lymphatique, là, il peut y avoir une réversibilité. Mais dès que le bras s'est organisé avec cette fibrose et cette graisse, là, on a beaucoup, beaucoup de mal. C'est pour ça qu'il faut être vigilant tout au long du parcours. Et puis dès qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du membre supérieur, où on commence à avoir une transformation, il faut revoir tous les éléments dont on sait être des facteurs de risque, hein, c'est-à-dire le manque d'activité physique, la prise de poids, le manque de mouvement au niveau de l'épaule. Et il faut agir très très rapidement. Oui. Mais d'ailleurs, on en reviendra à l'activité physique, mais pour terminer, sur les traitements, donc on a parlé de chimio, qui se fait de plus en plus avant la chirurgie. Ensuite, il y a la chirurgie et après il y a la radiothérapie. Oui, il y a la radiothérapie qui est un traitement qui permet d'être sûr que il n'y a plus aucune cellule cancéreuse, même quiescente, c'est-à-dire dormante, qui est laissée au niveau du foyer tumoral, au niveau du sein quand le sein est conservé. Donc ça, c'est quelque chose qui existe quasiment chez toutes les patientes en post-chirurgie. Et puis là aussi, dans ce domaine, il y a vraiment encore des idées reçues qui sont véhiculées. Par exemple, on ne va plus chez le kiné pendant la radiothérapie. Et ça, c'est bien dommage parce que la radiothérapie, c'est Mmh. un moment où il va y avoir des œdèmes, des raideurs, de la fatigue, parce que c'est compliqué la radiothérapie d'aller tous les jours à un rendez-vous. Enfin, pour beaucoup de femmes, c'est un moment très très fatigant et on n'a Oui. plus le temps d'aller chez le kiné. Donc, Mmh. tout ça, c'est dommage parce que c'est le moment où il faut être extrêmement vigilant sur tout ce qui peut s'installer au niveau de l'épaule, au niveau du pectoral, et qui, dans les années après les traitements, risque d'occasionner des douleurs, des raideurs, du déficit musculaire, voire du déconditionnement du membre supérieur. Et ça sera préjudiciable, encore une fois, à l'activité physique et à la qualité de vie. Oui et c'est vrai que pendant la les séances, c'est long, hein, les séances de radiothérapie, ça dure, 6 semaines, voire 8 semaines. Oui, Elles y vont mais tous les jours et en oui, plus, oui, elles ont oui. le bras, placé d'une c'est pas confortable, en fait, elles Oui, 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 restent tout à fait. immobiles.
Oui, et puis il y a cet érythème qui apparaît, Oui. fort heureusement, et là aussi, ça fait partie des nouveautés. Il y a de plus en plus de protocoles de radiothérapie qu'on appelle hypofragmentés, c'est-à-dire que avant, on avait, comme tu le dis, des semaines et des semaines de radiothérapie, et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait appliquer quasiment la même quantité de grès, c'est-à-dire l'unité de rayon X, sur les sites concernés, mais en moins de séances. Et en fait, au niveau de la peau, ça pose beaucoup moins de problèmes. Et la patiente, elle se retrouve avec des programmes qui font parfois 15 jours au lieu de 6 semaines, et avec la même efficacité au final, c'est-à-dire la même efficacité sur la survie et sur l'absence de récidive. Donc, et je pense que dans quelques années, on arrivera à traiter de plus en plus de cancers du sein avec moins de séances de radiothérapie, parce qu'on aura démontré que même sur des cancers virulents, il y a moins de récidives. Mais parce qu'aussi, on aura développé des traitements en parallèle, des traitements adjuvants, parce que là, on a cité chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie, mais il y a aussi de plus en plus de thérapies ciblées, Mmh. d'immunothérapie, pardon. Il y a de plus en plus de choses très sophistiquées, hein, ça c'est la recherche qui avance et Oui. qui va essayer vraiment d'aller attaquer le cancer à sa source. Mmh. Et alors, venons-en au rôle du kiné, dans le cancer du sein. Donc, tu vas nous parler aussi du RKS, c'est le réseau des kinés du sein, qui se développe, de plus en plus. Mais d'abord, c'est quoi le rôle du kiné, donc, pour une patiente qui arrive, qui vient d'avoir son diagnostic? Comment, est-ce que le kiné peut l'aider dans son traitement, dans son évolution? En fait, le kiné, il va être au courant de tous les effets secondaires qui peuvent arriver à cause des traitements, parce qu'il aura une connaissance des traitements et de leurs effets secondaires. Et l'idée, c'est de prévenir l'apparition de ces effets secondaires, hein, quand on le peut, ou bien prévenir les conséquences de ces effets secondaires sur le corps féminin. Moi, je dis souvent que le traitement du cancer va déconstruire le corps féminin, et que le kinésithérapeute va reconstruire, donc tu vois, au sens large, hein, bien sûr, hein, pas Oui, seulement la oui, reconstruction anatomique, mais bien sûr. reconstruire ce corps qui a été meurtri, qui a été affaibli. Et ça, c'est vraiment le rôle complet, global du kiné. Et puis, bien sûr, ça, c'est en rapport avec l'épaule, qui est la zone clé perturbée dans les traitements, parce qu'il y a la chirurgie et du sein et du creux de l'aisselle. Mais après, il y a l'ensemble de la musculature, parce que la chimio va démuscler, donc il y a une sarcopénie sur l'ensemble du corps. La radiothérapie va augmenter encore les problématiques d'épaule. Ensuite, il y a de la fatigue, ce qu'on appelle la fatigue cancéro-induite, hein, qui doit être combattue, parce que la fatigue cancéro-induite, c'est une fatigue qui empêche la patiente de bouger. Or, c'est la fatigue qui va la maintenir en bonne santé, et c'est la fatigue qui va, pardon, et c'est l'activité physique, pardon, qui va lui permettre de traiter cette fatigue. Donc l'activité physique, c'est le meilleur des traitements contre cette fatigue. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'activité physique, elle n'est possible que si la patiente est capable d'aller en faire. Et ça, c'est vraiment le rôle du kiné. Et puis, il y a tout un tas d'autres problématiques, comme les douleurs, parce que ces femmes, elles ont tout un tas de raisons d'avoir des douleurs, que ce soit au niveau du membre supérieur, de la nuque, de l'épaule, au niveau de toutes les articulations à cause de la chimio. Elles ont parfois des neuropathies à cause de la chimio. Enfin, il y a tout un parcours de choses comme ça difficiles au niveau du corps féminin, que le kiné va être capable de traiter, sans oublier bien sûr toutes les cicatrices, les fibroses, les œdèmes, hein, bien sûr, parce que quand il y a un œdème, on draine, que ce soit le sein, le membre supérieur, enfin, voilà, toutes ces choses qu'on va répertorier. Et puis, je passe les incidents post-opératoires, comme les cordes lymphatiques, qui sont des choses extrêmement douloureuses, Ouais. qui vont gêner justement l'élévation du bras pour la radiothérapie. Donc là, il faudra souvent agir en urgence. Puis les lymphocèles, enfin, il y a tout un tas d'éléments, alors qui sont pas forcément connus du kiné qui a une formation généraliste. Et c'est pour ça que le fait d'être spécialisé dans le cancer du sein permet d'aller directement chercher les problèmes que l'on connaît, Mmh. qui sont parfois pas évidents à mettre en évidence, mais quand on est formé, on va plus facilement droit au but, et ça aide les patientes
à être soulagé, à récupérer des amplitudes, par exemple pour la radiothérapie. Et c'est Oui. comme ça que le réseau des kinés du sein est né, hein. C'est Dorothée Delecourt et son équipe, donc des kinés de Bordeaux, qui ont eu l'idée de fédérer d'abord les kinés en Gironde, des kinés qui avaient développé des patientèles de femmes opérées d'un cancer du sein, parce que comme on a vu avec les chiffres, il y en a de plus en plus. Et puis Dorothée s'est dit, bah, pourquoi ne pas faire un réseau à l'échelle nationale qui permettrait de regrouper les kinés, donc de faire une force peut-être de décision, pourquoi pas un jour pour faire changer les prescriptions, par exemple, mais aussi pour permettre aux femmes de trouver un kiné formé dans sa région, et puis pour créer dans toutes les régions des groupes de kinés qui peuvent communiquer entre elles. Nous, sur Paris, à Île-de-France, on a un groupe WhatsApp, et quand une a une question avec une patiente, eh bien, elle pose sa question sur le groupe, et l'ensemble des kinés répond. Donc, c'est très formateur, en fait. Et puis, les webinaires organisés par le RKS sont très, très intéressants aussi. Donc, tout ça, le RKS, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour faire avancer la kinésithérapie en scénologie. Et puis quand on est dans ce réseau, on essaye d'offrir des soins encore plus de qualité, parce que les patientes sont venues nous voir grâce au réseau. Et puis en étant partie prenante dans ce réseau, on continue à s'informer et à se former. Donc c'est tout bénéfice pour tout le monde. Oui, 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 j'avoue, le RKS m'a beaucoup aidée, m'a beaucoup dépannée quand j'avais des questions ou des interrogations sur certaines choses, comment soigner une patiente. Et Ouais, c'est vrai qu'il y a une entraide, et tout de suite, quand on a une question, il exactement. y a d'autres kinés qui répondent, et on se sent moins seul. Et là, on se rend compte on a tous eu à peu près plus ou moins le même cas. Donc, c'est Ouais, ouais. rassurant, et c'est très enrichissant aussi. Oui, oui, tout à fait. Et puis les jeunes kinés qui démarrent en scénologie, elles sont reçues par les référentes dans les régions, donc elles peuvent venir passer une journée dans le cabinet de la référente. Donc on prend un peu sous nos ailes les débutantes en scénologie pour les aider à acquérir les bons gestes. Enfin, voilà, c'est vraiment une entraide qui est très, très sympathique. Oui, oui, je suis d'accord. Hem, pour en revenir, tu parlais des problèmes d'épaule. Est-ce que tu peux revenir un petit peu, là-dessus? Quels sont les problèmes principaux que rencontrent les patientes, notamment après une chirurgie, mais aussi pendant les radiothérapies? Bah, en fait, la première chose qui est notable sur les épaules des femmes opérées, c'est cette tendance à être recroquevillées sur le sein opéré ou sur le sein qui est perdu, et de ce fait, cette tendance à cette fermeture de la région peut occasionner, des tensions musculaires, des extensibilités de certains muscles comme le petit pectoral, le grand pectoral. Donc ça déjà, ça désorganise l'épaule, et puis très vite, ça peut affaiblir certains muscles qui souvent chez les femmes ne sont pas très solides, hein, comme au niveau les muscles scapulaires, les muscles au niveau du dos. Donc ça, on voit très bien ce déséquilibre entre des pectoraux trop forts et puis derrière des muscles scapulaires trop faibles. Et puis, alors ça va se majorer pendant la radiothérapie, bien sûr, à cause à la fois des rayons, et puis de cette position recroquevillée, parce que la peau fait mal, parce que la peau rougit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut traiter très rapidement. Et après, il y a cette fameuse kinésiophobie. C'est-à-dire, il y a des femmes alors toutes ne présentent pas une kinésiophobie, bien sûr, mais il y a beaucoup de femmes qui ont peur de bouger leurs bras parce que justement, elles ont entendu dire que bouger, ça entraîne le gros bras, bouger, c'est interdit, ça va rouvrir les cicatrices. Enfin, il y a plein de choses qui sont accrochées au fait de bouger ce bras. Et puis parfois, c'est parce que le chirurgien leur a dit ne bougez pas trop en post-opératoire pour permettre la cicatrisation des parties molles, mais aussi éviter qu'il y ait des écoulements lymphatiques et que ça conduise à des lymphocèles. Donc parfois, les chirurgiens disent limitez vos mouvements pendant, allez, par exemple, les 15 premiers jours, mais les patientes, elles n'entendent pas les 15 premiers jours. Et elles croient qu'on ne Mmh. bougera plus jamais le bras normalement. Et Mmh. ça, c'est terrible parce qu'il faut vraiment combattre ces idées reçues, parce que là, l'épaule peut vraiment s'enraidir. Et puis, s'enraidir, mais pas dans le sens comme lorsqu'il y a des fractures, des choses comme ça, mais des tensions du pectoral qui empêchent de lever correctement le bras, des omoplates mal placées qui font que le cycle scapulo-huméral, tout ça n'est pas normal. Enfin voilà, tout ça va concourir à des problématiques d'amplitude d'épaule, avec parfois les incidents comme les lymphocèles ou les thromboses lymphatiques superficielles qui sont des vraies limitations.
et qu'il faut combattre en urgence pour pas que ça se pérennise dans le temps. Et Oui. puis ensuite, il y a ce fameux déconditionnement musculaire, c'est-à-dire que ces femmes qui n'utilisent pas leurs bras se démusclent. S'il y a eu de la chimio, il y a des études qui ont montré qu'au niveau des membres inférieurs, les membres inférieurs perdaient 25% de leur force à cause des chimios. Les membres supérieurs, c'était 16%. Eh bien, le membre supérieur opéré, il perd de la force à cause de la chimio, mais il perd de la force à cause de son non-utilisation, sa non-utilisation. Et ça, on va vraiment vers le déconditionnement du membre supérieur. Et ça, c'est vraiment problématique dans le cadre de la rééducation de l'épaule. Donc après, si on laisse passer ces étapes où les troubles s'installent, eh bien, on va avoir des pathologies de coiffe, on va avoir pourquoi pas des capsulites, on va avoir toutes les épaules que l'on retrouve classiquement en cabinet, mais avec un point de départ chirurgical, radiothérapique, le déconditionnement, etc. Donc, l'épaule, c'est vraiment une zone clé et il faut se fixer comme objectif de rendre une épaule et un membre supérieur complètement fonctionnels et sans aucune limitation. Aujourd'hui, il y a une phrase qui est la suivante, on peut muscler le membre supérieur d'une femme opérée du sein sans limite de force, du moment qu'on fait les choses progressivement. Il y a Oui. eu des moments où on disait: «Il ne faut pas porter plus de 5 kilos». Alors ça, c'est une phrase qui me fait hurler parce que je me dis: «Mais pourquoi 5? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 6?» En fait, c'est complètement ridicule. Il y Mmh. a des études qui ont montré que les femmes pouvaient faire de l'haltérophilie et que du moment qu'elles suivaient un entraînement pour aboutir à cette haltérophilie, il y avait aucun souci. Oui. Et l'autre chose qui me fait hurler souvent, c'est les femmes à qui on dit: «Vous ne pourrez plus faire votre métier d'avant». Mais non, ça c'était quand on ne proposait pas de la kinésithérapie. Si le métier est réentraîné avec de la kinésithérapie, avec de l'activité physique, une femme qui a envie de reprendre son métier, bien sûr, hein, si elle n'a pas envie, on essaiera de la réorienter, mais si elle a envie de reprendre son métier, elle le fera. Et ça, on le voit malheureusement avec des consoeurs qui ont eu un cancer du sein, à qui les oncologues ont dit: vous ferez plus jamais de kiné. Et en fait, ces femmes, quand elles ont envie de continuer leur métier, elles redeviennent kiné avec un réentraînement, hein, bien sûr, parce que c'est un métier qui est physique, qui est fatigant, mais elles vont le faire parce que elles vont retrouver de la musculature, de l'amplitude, de l'endurance. Donc voilà, faut vraiment se dire enfin, faut pas se mettre de limites. Oui. Oui, oui. Et d'ailleurs, en parlant de métier, comme tu disais, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de patientes jeunes, qui se font soigner, hein, pour cancer du sein. Moi, j'en ai vu, quand même pas mal dans le cabinet qui venaient et qui étaient très, très fatiguées. Donc tout à l'heure aussi, tu parlais de la fatigue, forcément, avec tous les traitements. Elles ont une vie de famille, elles ont des enfants, parfois en bas âge. Elles ont un métier. Comment est-ce que c'est quoi le discours qu'on peut avoir, nous les kinés, pour, vraiment leur expliquer que c'est très important de bouger, quitte à se forcer un petit peu au début, parce qu'au début, c'est toujours le plus dur, mais Mm. une fois qu'on est lancé, ça va. Ouais. Hem, Donc oui, oui, tu décris très bien la situation, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai une patiente comme ça, je vais d'abord lui dire que en fait, toutes les femmes devraient faire de l'activité physique pour qu'elles comprennent que c'est pas elle, avec la double peine, elle a eu un cancer et en plus, il faut qu'elle fasse de l'activité physique. Donc ça, c'est oui, la première chose. C'est l'activité physique aujourd'hui, on le sait, c'est bon pour tout le monde, quel que soit l'âge et quelle que soit la pathologie. Les gens sains, les gens qui ont une maladie, l'activité physique, c'est bon pour tout le monde. Ça, c'est la mmh, première chose. Ensuite, c'est de dire qu'on est tous des paresseux et on n'a pas envie de faire de l'activité physique. Donc, c'est vrai, c'est pas facile d'y aller. Alors après, peut-être c'est important d'expliquer à quoi sert l'activité physique. Parce que on a beau dire qu'il faut faire de l'activité physique, mais si on demandait dans la rue, on fait un radio-trottoir, on dit pourquoi c'est important de faire de l'activité physique, je suis pas sûre que les gens sachent répondre. Donc, il faut expliquer. Par oui, exemple, par rapport à cette fatigue cancéro-induite. En fait, on sait que nos muscles, ce ne sont pas seulement des organes pour le mouvement, ce sont aussi des organes sécrétoires. oui, C'est-à-dire que les muscles vont sécréter des myokines, donc des cytokines, qui sont donc qui s'appellent des myokines spécifiquement et qui vont équilibrer toutes les cytokines pro-inflammatoires que le cancer a produites et les cytokines pro-inflammatoires des traitements. Parce que par exemple, la chimio, c'est quelque chose qui est éminemment inflammatoire. Donc, il y a tout ça, toute cette inflammation qui produit de la fatigue avec des cytokines pro-inflammatoires.
Et là-dessus, avec nos muscles, on apporte des myokines, donc anti-inflammatoires, et on arrive à un équilibre. Et c'est pour ça que l'activité physique défatigue. Quand vous expliquez ça, la patiente, elle se dit, bon, bah alors, j'ai compris, je vais aller fabriquer mes petites myokines. Et ça, c'est valable pour toutes les explications. Par exemple, les cancers hormonodépendants, on les prive de leurs oestrogènes pendant 5 ans. Et qu'est-ce qui se passe après? Après, les oestrogènes de la patiente, ils sont à nouveau là. Et quand on fait de l'activité physique, on a moins d'oestrogènes circulant. Et plus on a de muscles, moins on a d'oestrogènes. L'idée, c'est d'expliquer que les sportifs de très haut niveau, qui sont très musclés, elles ont quasiment plus de cycles parce qu'elles n'ont plus d'hormones féminines. Bon, bah, on ne va pas aller jusque-là, bien évidemment, mais si on explique que une fois qu'on a terminé l'hormonothérapie, de ne pas prendre de graisse, qui est le lieu de synthèse des oestrogènes, surtout quand on approche de la ménopause, de continuer à faire du muscle, de combattre nos oestrogènes circulants par l'activité physique, ça motive, parce qu'on comprend les choses. Et trop souvent, on est encore à dire faites ci, faites ça, mais on ne dit pas pourquoi. Oui. Et c'est pour ça que l'activité physique est tellement importante, mais moi je dis toujours, mais c'est légitime que vous n'ayez pas envie. Voilà, on est tous comme ça, on doit tous, comme tu disais, se faire violence pour y aller. Et c'est là où c'est important de mettre en place les conditions pour qu'elles le fassent, proposer de l'activité physique dans le cabinet parce que c'est plus facile. Elles vont faire leur séance de kinésithérapie, on leur propose aussi de l'activité physique et puis elles savent que c'est le même lieu, que c'est rassurant, qu'on les connaît. Elles y rencontrent d'autres femmes comme elles, des jeunes femmes, des femmes moins jeunes et après elles viennent au cours parce qu'elles rencontrent les copines et après elles s'organisent dans leur emploi du temps pour pratiquer cette activité physique. J'ai un jour une patiente qui m'a dit maintenant que j'ai eu ma récidive, il faut que mon mari et mes enfants comprennent que je dois faire de l'activité physique. Bah zut, enfin, s'il faut attendre la récidive pour ça, c'est dommage. Mm. Hein. Donc, Mm. faut vraiment. Alors là, tout à l'heure, tu parlais de formation. Tu vois, si j'avais du temps pour faire des formations, j'en aurais peut-être un peu plus en étant vraiment à la retraite, mais l'éducation thérapeutique, l'entretien Oui, motivationnel, enfin, toutes ces formations pour apprendre à parler aux patients, pour apprendre à faire passer des messages, mais c'est fondamental. oui. Je ne comprends pas que dans les études de kiné, il n'y ait pas les 40 heures d'éducation thérapeutique, par exemple. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui fait de l'éducation thérapeutique, je crois qu'il y a un kiné qui l'a dit avant moi, hein, c'est le kiné. Donc voilà, ça fait partie des choses qui permettent d'être encore plus performant auprès d'un patient pour mettre en place les conditions de sa motivation, parce que c'est vrai que c'est difficile. Et tout à fait, oui, oui. Moi, je pense aussi à la notion de coach sportif. On est plus qu'un kiné, on est des coachs sportifs. L'éducation thérapeutique dans le cancer du sein, mais aussi pour toutes les pathologies, c'est vraiment ultra important. Ah oui, 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 mais ça Mm. c'est sûr, c'est sûr. Et ça va aussi dans cette notion de modèle biopsychosocial de la kinésithérapie où on ne prend pas seulement en compte le corps féminin, mais l'environnement de la patiente, son mode de vie, mais aussi ses croyances, son mental, le retour au travail. Enfin, c'est vraiment une prise en charge globale. C'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine intégrative, qui prend en charge la patiente dans sa globalité et qui va essayer de faire au mieux pour lui rendre une qualité de vie optimale. Et c'est pour ça aussi que le kiné doit s'informer de tous les autres soins de support qu'il a dans sa région autour de lui pour orienter la patiente quand la kinésithérapie n'est pas suffisante, orienter la patiente vers d'autres soins de support comme la sophrologie, l'hypnothérapie, mais aussi l'acupuncture, l'homéopathie, enfin toutes sortes de choses, y compris la médecine de la douleur, la nutrition, la psychologie, pour avoir cette prise en charge à tous les niveaux. Parce que le kinésithérapeute tout seul, bien sûr, forcément, à un moment, va être limité dans une prise en charge globale. Oui, oui, oui. Heureusement, il y a quand même il y a de plus en plus d'associations qui se créent pour les femmes atteintes de cancer du sein. Je pense notamment à l'association Rosa Move, qui propose donc une liste de thérapeutes, dont tu parlais, donc acupuncteurs, sophrologues, etc., qui sont Oui, mis à oui, disposition justement de ces femmes-là pour les accompagner. oui, oui. Mm.
Tout à fait. Rosa Move, c'est très bien ce qu'elles ont fait, ces kinés, dans une partie de Paris, c'est de montrer qu'il y avait d'autres thérapeutes qui étaient associés. Donc ça veut dire que là, cette femme, elle sent la prise en charge globale. Mais on pourrait citer aussi Rose Up, qui est une association à l'échelle nationale et qui fait à la fois dans les maisons roses à Bordeaux et à Paris, qui donne des cours dans différentes techniques de soins de support, et puis qui fait aussi maintenant Ma Maison Rose Up en ligne avec des, des webinaires, des cours d'activité physique, enfin des tas de choses pour justement aller dans cette prise en charge globale. Très bien, oui, oui, oui. Alors justement, venons-en, aussi, enfin plutôt à Avirose et au Rose Pilate que tu as créé. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu des concepts derrière, ces 2 noms? Et aussi, en quoi est-ce qu'ils sont bénéfiques pour les femmes, en cours de traitement? Alors, en fait, moi, dans ma pratique au cabinet, je donnais déjà des cours de pilates à l'ensemble de mes patients. Et puis, je voulais que mes patientes opérées du sein intègrent ces cours. Et puis, j'ai eu l'impression que, il y avait quelques réticences à aller dans un cours de gym. Et puis, que peut-être les mouvements n'étaient pas forcément assez ciblés par rapport au déficit dans le cancer du sein. Donc, j'ai eu l'idée de créer Rose Pilates, donc à la fois des cours spécifiques et puis faire en sorte que chaque exercice soit, comme je dis, rentable pour les femmes. C'est-à-dire que dans un exercice, on va travailler l'épaule, mais dans une certaine direction, les orteils parce qu'ils sont raides à cause des chimios, l'abdomen parce qu'il est aussi démusclé, etc., etc. Donc, dans le rose pilate, c'est le pilate, mais orienté vraiment par rapport à des déficits que l'on connaît, qui sont habituels chez ces femmes qui ont suivi le parcours du cancer du sein. Donc ça permet aux femmes de se retrouver entre elles, de laisser tomber la perruque, de ne pas être complexées parce qu'elles ont grossi, maigri, etc. Donc c'est un moment vraiment bien à elles où on fait de la gym. Et ça répond aux recommandations d'activité physique dans le cadre du cancer, qui est de faire à la fois des exercices assouplissants et des exercices musclants. Et puis l'idée, c'est vraiment de reprendre confiance dans le corps en se mettant sur le ventre, sur le dos, sur le côté, allongé sur le creux de l'aisselle. Hein, quand on voit qu'il y a Oui. une cicatrice, ça peut ne pas être évident, donc ça, on le fait. À quatre pattes, dans des positions de plus en plus acrobatiques, de façon à reprendre confiance dans le membre supérieur opéré. Enfin voilà, ça c'est l'idée du rose pilate, encore une fois, progressif, sans limitation. Aucun geste ne sera interdit du moment qu'il sera correctement fait, sans risque, dans le respect des principes pilates, avec la respiration, etc. Et puis, quand mes patientes venaient au Rose Pilate, elles me disaient, bon, bah, c'est bon, Jocelyne, j'ai fait mon activité physique. Ah, bah non, parce que il manque l'endurance. Et Et oui. puis, le Pilate, il est musclant, mais peut-être pas assez. Et donc, Mmh. comme je pratiquais moi-même l'aviron et l'aviron indoor, donc sur ces fameuses machines à ramer, je me suis dit, bah, peut-être que ça serait une machine qu'on pourrait introduire dans les cabinets de kiné, d'autant plus qu'il y a déjà des kinés qui avaient ce genre de machine dans leur cabinet, hein, pour faire un entraînement spécifique sur le rameur. Et il se trouve que le mouvement du rameur va d'abord développer les membres inférieurs, et ça c'était très bon par rapport au chimio et au déconditionnement des membres inférieurs, en assouplissant en plus les articulations enraidies par la chimio. Ensuite, le mouvement des bras, c'est un mouvement qui va dans le bon sens, au sens où on a dit que les patientes étaient recroquevillées, et là, ça va les ouvrir avec un mouvement vers l'arrière, hein, c'est un tirage sur les membres supérieurs. Et puis au passage, ça muscle le ventre et le dos, et l'abdomen et le dos des patientes, on sait qu'ils sont mis à rude épreuve, en particulier dans les reconstructions, et puis aussi dans l'hormonothérapie, bien sûr. Donc je me disais, en fait, ça correspond complètement aux besoins des femmes. Oui. Et puis, je suis allée voir la Fédération française d'aviron et je leur ai dit, voilà, moi j'ai un concept d'entraînement à vous proposer, mais je voudrais que dans le championnat de France d'aviron indoor, qui a lieu tous les ans, vous puissiez créer une catégorie avirose. Et on ferait venir des femmes opérées du sein dans une équipe de 4. On demanderait qu'il y ait au moins 2 femmes opérées du sein dans chaque équipe. Et elles pourraient concourir dans cette catégorie avirose, faire chacune 500 mètres dans un relais pour faire la traditionnelle distance en aviron qui est de 2000 mètres. Et ils ont accepté. Et de ce fait, tous les ans, il y a une compétition donc avirose dans le cadre des championnats de France d'aviron indoor. Et cette année, d'année en année, ça augmente. Et cette année, on avait 45 équipes de 4 femmes qui concouraient.
Et C'est dans super. ces 45 équipes, il y avait 34 équipes qui étaient amenées par leur kinésithérapeute. Il y a une C'est kiné génial. qui a amené à Paris, venant de Camargue, 5 équipes de 4 femmes. C'est-à-dire qu'elle a amené avec elle 20 femmes, cette kiné à elle toute seule, 20 femmes pour concourir. Je peux vous dire que pour les femmes, concourir, là c'était à Coubertin, avec l'ambiance d'un championnat de France, les gens dans les gradins qui applaudissent, la musique à fond. Ces femmes qui ont eu un cancer, elles se disent waouh, j'arrive à faire ça. Donc je prends goût à l'activité physique. En plus, je montre que je suis capable de faire une compétition. Voilà, c'est génial aussi sur le plan du mental. Et oui. Donc ça, c'est Avirose. Voilà. Et donc je forme les kinés parce que pour moi, l'idée, c'est que dans leur cabinet, parce qu'on en a le droit, hein, parce qu'on en a les compétences, à condition d'avoir notre petite carte d'éducateur sportif, on a tout à fait les compétences et la capacité d'ouvrir des cours d'activité physique dans nos cabinets. Et ça, les femmes adorent. Et oui, et même d'avoir, des machines, des rameurs, hein, Oui, comme, bien sûr, parce que voilà, pour Avirose, il faut s'équiper de rameurs et un rameur dans un cabinet de kiné, ça peut être un rameur qui va permettre de faire de la rééducation dans différentes pathologies, hein. Là, bien sûr. j'ai un confrère qui était anciennement en équipe de France d'aviron, qui a fait son mémoire de fin d'études de kiné sur l'intérêt du rameur dans la pratique en kinésithérapie. Et d'ailleurs, il va développer des formations pour former les kinés à l'usage du rameur, parce que le mouvement de ramer, quand on le pratique correctement, c'est un mouvement très très intéressant, Oui, très biomécaniquement très intéressant. Alors il faut qu'il soit bien fait, hein, parce que oui, dans les salles de ça. fitness, souvent le Oui. rameur il est utilisé n'importe comment, mais c'est comme tout, hein, il y a une méthodologie, il y a des précautions à prendre, voilà, et puis et de ce fait ça devient un très très bon geste de rééducation. Oui, non, oui, je confirme, quand je travaillais, dans ton cabinet, je voyais les patientes, elles étaient contentes de venir ramer et Ouais. elles regardaient la vidéo que tu avais faite, en préalable, donc il y avait même pas besoin de vraiment trop les superviser. Elles étaient complètement indépendantes et puis, elles avaient, quand elles avaient un objectif, hein, par exemple comme la compétition, aviron, Ouais, c'était, ça leur ouais, donnait ouais. encore plus de motivation. Ah oui, et comme je oui, oui, exactement. Et comme je dis souvent, là, comme on avait cette compétition hier, donc on s'est vu, on s'est donné rendez-vous pour la prochaine compétition qui en général est fin janvier, début février à Paris. Et ces femmes, elles rament pour faire partie de l'équipe au prochain challenge et non plus parce qu'elles ont eu un cancer. Donc Oui, pour elles, c'est devenu l'entraînement physique qui leur fait du bien, qui galbe leurs muscles, qui permettent finalement d'agir contre le vieillissement. Et je pense que ça intéresse beaucoup de femmes en fait. Et c'est oui, plus le cancer parce que en fait, si on lie tout le temps l'activité physique au cancer, il y a des femmes qui, au bout de 5 ans, on leur dit qu'elles sont en rémission ou qu'elles sont guéries, et souvent elles veulent plus entendre parler du cancer. Et tous les conseils que vous avez donnés, ils partent avec le cancer. C'est-à-dire qu'on oublie tout. Non, le cancer, ok, c'est fini, on tourne la page, c'est bon, mais l'activité physique, c'est pour le bien vieillir, c'est pour être en bonne santé, c'est pour la vie et c'est pour tout le monde, c'est-à-dire tous les gens. Moi, souvent, je dis aux patientes, vous allez devenir le leader dans votre famille, vos amis, de celles qui emmènent les autres faire de l'activité physique. Voilà, et c'est ça l'idée. Euh, ça pourrait être, si tu veux, le but ultime de la kinésithérapie. C'est que la patiente, elle soit le moteur pour l'éducation des gens autour d'elle. ouais, ouais, ce serait bien, c'est bien ça, comme Ouais. concept, ouais, Mais complètement. quand on leur dit ça, ça les motive, hein. Eh beh, Ça, oui, bien sûr. elles se disent, bah tiens, pourquoi pas en fait. Et puis on leur montre que c'est possible. Oui, tout à fait, oui. Alors justement, tu parlais de l'après, la vie d'après, hein, après les traitements. Hem, on n'a pas parlé de reconstruction mammaire. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce qu'il y a beaucoup de patientes qui ont des reconstructions? Et si oui, à quel moment, Alors, dans quelles circonstances? oui, 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 c'est important parce que même s'il y a de moins en moins de mastectomies, dans ces mastectomies, il y a quand même cette possibilité de reconstruction. Alors, il y a, je peux pas vous donner le lien complet là, mais il y a eu depuis mars 2023 sur le site de l'HAS, ils ont fait un énorme travail. Il y a donc eu une plateforme pour aider les femmes à choisir leur reconstruction mammaire.
Alors ça, c'est très, très important parce que il est dit dans cette plateforme qu'il y a à peu près 30% des femmes qui ont une reconstruction et qui n'ont pas choisi elles-mêmes le type de reconstruction. Ça, c'est quand même assez Oui, catastrophique. oui, en effet, C'est-à-dire oui. Beaucoup. se dire qu'on a un nouveau sein, mais qu'on nous a imposé la technique pour faire ce nouveau sein. Alors, bien Mhm. sûr, il y en a qui sont contentes, hein, heureusement, mais il y en a qui se disent au réveil ou après, mais pourquoi on m'a fait ça? Je ne comprends pas, j'ai pas pu choisir. Donc ça, cette plateforme, elle est faite pour ça, pour choisir de manière éclairée le type de reconstruction et du coup peut-être le chirurgien dans telle ou telle région qui fait tel type de reconstruction parce que tous ne font pas tous les types de reconstruction. Ça, c'est la première chose. Euh, et puis, la deuxième chose, alors j'ai oublié ce que je voulais. Ah oui, oui, pardon. La Je t'en deuxième prie. chose, c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui, c'est que dans ce site sur le choix du type de reconstruction, il est écrit en toutes lettres qu'il est possible de faire une non-reconstruction. Et ça, c'est une notion extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on dit qu'en fait, on autorise les femmes à ne pas être reconstruites. C'est-à-dire qu'à assumer le fait de ne pas avoir de sein. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des femmes qui se croient obligées de se faire reconstruire. Et encore plus, il est marqué aussi, il est mentionné le terme buste plat. Ça veut dire que il y a des femmes qui vont demander à ce qu'on retire l'autre sein. Alors, les conditions pour retirer l'autre sein bon, sont un petit peu spéciales, sophistiquées, mais ça veut dire que, encore une fois, ça serait une possibilité et qu'une femme pourrait exister sans sein. Et ça, c'est un progrès considérable. Oui. Voilà. Donc, ce site, si ça vous intéresse, cette notion de reconstruction, il faut aller voir parce qu'il y a plein d'informations. Et puis, il faut encourager les patientes à aller voir ce site, cette plateforme. On mettra le lien Ah oui, si dans tu la... peux, voilà, je Oui, te oui, je donnerai mettrai le lien. le Oui, lien. oui, Oui, ça serait vraiment très, très bien oui. parce que c'est un travail considérable. Et puis ensuite, voilà, bah, la kinésithérapie, elle est là pour accompagner les femmes avant la reconstruction, pendant les différentes étapes, parce qu'une reconstruction mammaire après un cancer du sein, c'est pas une chirurgie, mais c'est 4-5 chirurgies. Et Il oui. faut que les femmes en soient bien conscientes, hein. Mm. Et ensuite, on aide les femmes après la chirurgie pour améliorer le résultat. Et là, le kinésithérapeute, à nouveau, en fait, il va s'intéresser aux effets secondaires des reconstructions. Oui. Par exemple, quand il y a des lambeaux, le lambeau va prendre une autre partie du corps pour faire un nouveau sein. Ça va donc entraîner des nouvelles cicatrices. Et ces nouvelles cicatrices, on les appelle des rançons cicatricielles. C'est-à-dire, c'est un peu le prix à payer, la rançon, hein. Je veux récupérer quelqu'un, je paye une rançon. Et bien là, je veux récupérer un sein, donc je donne une partie de mon corps. Mm. Donc ça veut dire que du point de vue de la kinésithérapie, il y a une autre partie du corps qu'il faut complètement réhabiliter. Qu'est-ce qui se fait Et le plus d'ailleurs c'est le lipofilling, c'est les bah, lambeaux? le lipofilling, c'est la technique qui est, on va dire, tendance, qui est souvent une technique qui accompagne maintenant beaucoup de lambeaux, beaucoup de prothèses. Il y a une finition grâce au lipofilling. Donc ça a apporté beaucoup de plus dans la finition de ces reconstructions, avec parfois des implants plus petits parce qu'on savait que le volume allait être gagné allait être augmenté par le lipofilling. Pareil, des lambeaux plus petits parce qu'on savait que le lipofilling allait augmenter la taille du sein. En termes de chiffres, je ne saurais pas te donner les pourcentages exacts parce qu'il y a toutes sortes de techniques. Les lambeaux, le lipofilling et puis les implants. Mais je ne peux pas te dire là le pourcentage exact, je ne Mm. l'ai pas en tête. Ok, très bien. Ok. Non, c'est vraiment très intéressant et c'est vrai que le lipofilling, quand tu disais, c'est pas juste, ou même, le lambeau, c'est pas qu'une chirurgie, hein, c'est 4-5 fois, c'est très Ah long, oui, oui, oui. c'est un Oui, peu oui, tout à fait. contraignant aussi. Mhm. Ah oui. Il y a avant le lipofilling, il y a le après Ouais, ouais, ouais. et Ouais, ouais, ouais. Oui, ouais, oui, ouais. il y a des femmes encore qui, moi je me souviens d'une patiente qui me disait, je vais me faire reconstruire cet été. Mmh. Vous vous faites reconstruire cet été, mais donc vous pensez qu'il y a une chirurgie. Donc les femmes n'ont pas forcément conscience parce que pour elles, la reconstruction mammaire, c'est
comme les femmes qui se font augmenter les seins, sauf que ça n'a rien à voir. Et oui. Et c'est pour ça qu'il faut que nous, kinésithérapeutes, on explique, on mette en contact avec cette fameuse plateforme de l'HAS et éventuellement qu'on mette en contact avec d'autres femmes qui ont eu différents types de reconstruction et qui, comme ça, vont pouvoir renseigner la patiente avec leurs mots de femme et puis leur ressenti pour que la patiente qui veut se reconstruire fasse, encore une fois, un choix éclairé et Oui. pas un choix qu'on lui impose, en fait. Oui. Alors j'ai une dernière question, Jocelyne. Qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans la kinésithérapie dédiée au cancer du sein? Ben, en fait, j'aimerais voir évoluer les prescriptions de façon à ce que en fait, si les prescriptions évoluent, ça veut dire que les médecins ont davantage conscience de ce que fait le kiné. C'est-à-dire à la fois dans le libellé des prescriptions, arrêter de mettre drainage à tout va alors que ça n'est en fait qu'une technique. Et puis que il y ait plus ces arrêts de kinésithérapie pendant la radiothérapie, enfin des choses comme ça, ou bien que tout simplement il n'y ait pas de prescription. Parce que beaucoup de chirurgiens prescrivent de la kinésithérapie quand il y a eu une mastectomie, un curage axillaire. Mmh. C'est-à-dire quand il y a eu une chirurgie large. En fait, dans la littérature, il y a beaucoup d'articles qui expliquent que même avec une biopsie du sentinelle, qui est un geste chirurgical beaucoup plus léger, il y a des troubles de l'épaule, il y a Mmh. des effets à long terme, tout simplement parce que cette femme, même avec une entre guillemets petite chirurgie, elle a cette tendance à s'enrouler, elle a été meurtrie, puis elle aura de la radiothérapie. Donc, de toute façon, elle aura tout un tas de choses qui vont entraîner des limitations de son épaule. Donc, il ne faut pas se fier au type de chirurgie, mais bien à l'impact que ça peut avoir sur le corps féminin. Et donc, moi, je dis Oui. souvent que toutes les femmes devraient aller en kiné, même si ça n'est que pour faire que, allez, 3 séances, mais pour expliquer aussi que, bah voilà, en 3 séances, on a réglé le problème, mais le problème, il est valable pour l'avenir. C'est-à-dire une épaule, ça s'entretient toute sa vie, sinon ça s'enraidit, sinon ça se démuscle. Voilà. Oui. Et au moins, si on a eu quelques séances pour dire ça, eh bien, la patiente aura peut-être compris que l'activité physique, c'est pour la vie et c'est pour tout le monde. Oui. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas systématique, hein, les ordonnances et puis c'est pas systématique quand une femme, opérée, vient, chez le kiné. Ah non, Hem, non, non. Non, non. alors je vois aussi dans les autres pays, c'est un peu catastrophique, bon, ils ont pas le remboursement de la sécu Ouais. et les femmes ne vont pas du tout, du tout, du tout chez le kiné, Oui, 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 bien dans sûr. certains Mais pays. tu vois, il y a eu une étude en Angleterre avec Julie Bruce qui était intervenue au dernier congrès de l'IPPP et eux, ils avaient montré que ils avaient fait 2 groupes de patientes. Donc au total, il y avait à peu près 400 patientes. Ils avaient fait 2 groupes. C'est l'étude Prosper. Ils avaient montré que les patientes qui avaient une rééducation à base d'exercices avec des vidéos, avec le contrôle du kiné, avec des exercices musclants, d'amplitude, etc., comparé à un groupe qui n'avait que quelques conseils, eh bien, les patientes qui avaient suivi ces protocoles actifs n'avaient pas les troubles habituels qu'on rencontre dans les suites de cancer du sein. Et puis, eux, en Angleterre, ils sont très attachés à ce qu'il n'y ait pas de dépenses de santé. Et ils avaient montré que c'était beaucoup plus rentable d'avoir eu ces séances de kinésithérapie et d'activité physique et que ça permettait aux femmes et donc à l'institution de ne pas dépenser d'argent. Donc, en fait, ça peut faire des économies de santé, en fait. Oui, oui et d'ailleurs, pour, la cotation, c'est quoi les cotations? Est-ce que tu peux nous rappeler, pour une prescription, donc de séances de kiné en France? Oui, oui. Alors logiquement, il devrait y avoir sur l'ordonnance des notions de région à traiter, donc l'épaule, le membre supérieur, le thorax ou rachis ou tronc. Et l'idéal, c'est AMS 9,5. Parce qu'en fait, il n'y a pas de cotation particulière pour le cancer du sein et il faut prendre une cotation en fait de musculo-squelettique. Et attention, parce qu'il existe une cotation AMK 15,5, mais ça, c'est une cotation pour les cancers du sein avec lymphœdème avéré. Oui. Et ça n'est que pour 10 séances, éventuellement renouvelables, mais surtout, c'est dans un contexte bien particulier. Donc, il ne faut surtout pas Mmh. l'utiliser dans le cancer du sein sans lymphœdème, parce qu'à ce moment-là, on peut être
taxés d'hypercotation et devoir rembourser des indus. Enfin, c'est C'est terrible. ça. Donc attention, hein, attention, il y a beaucoup de... Là encore, quand on n'est pas sensibilisé au problème, on voit AMK 15,5, cancer du sein, et hop, non, 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 non. Ça, c'est vraiment dans le cas bien particulier des lymphœdèmes avérés. Ce serait plus facile qu'il y ait une cotation quand même dédiée, et pour les médecins et pour les kinés. Bien sûr, Ça bien irait sûr. quand même plus Et vite. pour les cancers du sein bilatéraux, et quand on veut s'occuper des membres inférieurs, des C'est ça. orteils dans les neuropathies, enfin tout ça, ça n'est jamais évoqué. Donc, Mmh. mais on a fait des demandes, hein, on œuvre pour ça au niveau du RKS, bien sûr. Très bien. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Jocelyne. C'était vraiment très intéressant. On mettra tous les liens, le lien de la virose, du Oui, RKS et pour le site sur la reconstruction, oui, sur je le t'enverrai tout ça, bien sûr, oui, parce podcast. que c'est très important. Ouais. Oui, oui, bah, je te remercie vraiment beaucoup et puis, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. Eh ben, merci beaucoup, Gabrielle. À bientôt. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabrielle@gmail.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédi_podcast.